j'ai décidé de m'engager dans les forces de vie de la semence. Parce que la semence est la transmission de la vie. L'homme a voulu remplacer la nature. Et comment il l'a appris? Eh bien, c'est par rapport à la guerre de 14 et de 40. Cette guerre de 14, c'était la guerre de tranchées, où il y a cet échange entre l'Allemagne et la France, qui s'entretuaient pendant des mois, où il y a eu tant de morts, il y a eu tellement de nitrates d'utiliser, puisque le nitrate est un explosif, et on s'en servait, c'est là qu'on s'est tué avec des balles, avant c'était avec des flèches, ou avec des fusils à plomb, hein, l'air compressé, mais là, c'était l'air de l'explosif. Il y a eu tellement de morts, tellement de nitrates d'utiliser, que la végétation y est devenue magnifique. Et les pays européens se sont bien demandé ce qu'ils allaient faire de ces nitrates, l'armistice signé, puisque les hommes ne se tuaient plus. Et c'est là qu'ils ont pensé à le mettre au service de l'agriculture. Et je suis de cette génération-là à qui on a enseigné le nitrate. Mais c'était déjà dans l'air du temps depuis la guerre de 14. Mais moi, je suis de 32, donc ça n'est qu'à la guerre de 40, après la guerre de 40, que ça s'est mis en place en agriculture. Et moi, quand j'ai utilisé ces nitrates, ça a été tellement un explosif pour la nature que les anciennes variétés que mon père faisait, puisque mon père cultivait les anciennes variétés, eh bien, il faut savoir qu'elles n'étaient pas faites pour recevoir, elles étaient faites pour prendre l'azote. C'était pas elles qui prenaient l'azote de l'air, c'est les légumineuses qui prennent l'azote de l'air, qui les fixent au niveau des racines pour les redonner quelque part en échange avec les céréales qui sont consommatrices d'azote. C'est une question d'échange dans la nature, mais tout se fait par la nature. Et là, comme on a voulu remplacer la nature, eh bien, on a mis le nitrate pour aller plus vite. Mais ces variétés-là, qui n'étaient pas du tout faites pour ça, eh bien, on les a mis par terre, elles sont tombées, ce qu'on appelle, elles ont versé, elles étaient complètement à plat au niveau du sol et on n'a plus les récolter. Donc, on est obligé d'abandonner immédiatement ces variétés-là, avec les nitrates. Mais il faut savoir que les nitrates, moi, que j'ai commencé à semer à la main, puisque il n'était pas équipé pour le faire, on nous a proposé ça, mais c'était des toutes petites surfaces, j'ai essayé sur 30 arts, par exemple. Et je le semais à la main, c'est d'ailleurs là que je me suis appris à semer à la main. Je ne savais, c'était le maître de ferme qui semait les semences à la main, parce qu'il savait semer. Un jeune, on ne lui fait pas faire ça au départ. Mais moi, je me suis appris à semer les nitrates à la main. Et d'un verre clair que faisait mon père sur ses blés, moi, j'avais un verre soutenu, une végétation et des superbes épis, évidemment, avec les variétés modernes, qui avaient été raccourcies, parce qu'il a fallu, comme on faisait verser les anciennes variétés, on a donc trouvé la technique de nos chercheurs, ils ont trouvé la technique de raccourcir le blé, c'est-à-dire de les croiser, les nanifier, les rendre très courtes pour pouvoir supporter les nitrates. Et à partir de là, on a pu mettre les nitrates sur nos blés. En augmentant les rendements tout de suite, c'était vraiment la révolution agricole. Elle s'est faite à tous les niveaux. Elle s'est faite au niveau de la production du blé, elle s'est faite au niveau de la production de l'herbe, elle s'est faite au détriment des légumineuses. Enfin, ça a complètement changé la face de l'agriculture. C'est ce qu'on appelle la révolution verte. Et moi, je l'ai faite, et je dois vous dire, ça m'a été enseigné. Moi, je l'ai faite avec beaucoup d'enthousiasme. Et quand on a mis les nitrates, voyez-vous, il y a une herbe concurrente pour le blé. C'est ce qu'on appelle le vulpin. Et le vulpin, il était maîtrisé par les variétés très hautes. À partir du moment où nous avons raccourci les blés, qu'on les a nanifiés, le vulpin qui lui aussi est gourmand d'azote, parce que c'est une graminée qui aime l'azote. Donc le vulpin, il a dépassé, il a épié ce qu'on appelle épier, il a fait son épi au-dessus du blé, et là, il est devenu très très prolifique.
au point que 4-5 années après qu'on utilisait les nitrates, je dois vous dire qu'on avait des champs de vulpin plutôt que de blé. Alors, nous, jeunes paysans, même sur petite surface, on a dit, écoutez, on a râlé, c'est que ce travail, on ne connaissait pas ça, que c'est ce travail. Ah mais attendez, on a l'isoproturon. L'isoproturon, c'est quoi ça? Ben, c'est une matière active, vous mettez 15 grammes d'isoproturon hectare, et vous allez voir. Vous verrez. Et puis, eh bien, j'ai expérimenté, vous savez comment? Mais au Vermorel, à la bouille d'eau, hein. On détruisait le vulpin et le blé n'avait pas de mal. Alors, comme le champ était propre, comment on augmente le rendement de blé? Il y a les tiges principales, mais s'il y a de l'azote, il y a les tiges secondaires qui viennent pousser autour de la tige principale. Vous voyez la tige principale, puis vous avez des tiges secondaires. Plus il a de l'azote, plus il développe des tiges secondaires. Et comme il n'y avait pas plus la concurrence de l'herbe concurrente, comme le vulpin, eh bien, on augmentait encore le blé. Mais on avait une telle végétation exubérante, parce que c'était du vert clair qu'on n'était pas au vert foncé, il y avait tellement de végétation qu'on maintenait l'humidité au niveau du sol. Et en plus, on faut savoir qu'on travaillait sur 3 éléments fertilisants, maîtres, azote, acide phosphorique, potasse. Mais comme c'était une alimentation de surface faite avec des engrais comme ça, ce qu'il faut accompagner à travers ces 3 éléments fertilisants, c'est ce qu'on appelle les oligo-éléments. Le fer, le manganèse, les minéraux, quoi, le fer, le manganèse, le cobalt et tout ça. Mais la plante n'était pas faite pour ça. Puis comme elle était nanifiée, qu'elle avait un système racinaire de surface, elle n'avait pas besoin de descendre en profondeur puisqu'elle était nourrie en surface, vous comprenez? Donc elle n'allait pas chercher sa nourriture. Exactement comme quelqu'un, si vous voulez, je ne sais pas, vous allez voir un fils ou une fille, il va vous demander de l'argent, vous allez toujours lui donner de l'argent, mais il ne va pas chercher à travailler. Pourquoi il travaille? Parce que ça vient tout seul. Donc l'homme, vous voyez, fonctionnant comme ça, la plante, c'est exactement la même chose. À partir du moment où la nourrissait artificiellement, elle n'allait pas chercher en profondeur. C'est ce qui fait que notre plante s'est un petit peu déséquilibrée et c'est pourquoi le champignon est né. C'est-à-dire que le champignon est le premier facteur de décomposition du végétal. La vie, quand elle s'arrête, la vie qui s'arrête dans le végétal, comme chez l'être humain, tout de suite, qu'est-ce qui vient décomposer? C'est d'abord le champignon. Et comme la plante était déséquilibrée, le champignon s'est développé. Mais comme lui, il a besoin aussi d'air et de lumière, comme nous, on a besoin d'air et de lumière, comme toute plante, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, le champignon? Il a monté au-dessus de la tige et il est venu attaquer l'épi. Alors, de nouveau, ça y est, les rendements baissent. On a les fongicides. On essaye, ça marche. Évidemment, on augmentait toujours les nitrates, puisque c'était toujours ce facteur de rendement. Puis un jour, comme on n'avait rien compris, si vous voulez, c'est ça, parce que dans la nature, vous avez tous les plans, comment je voudrais, minéral, végétal, animal et humain. Et quand on n'a pas solutionné le problème au niveau de la terre, on ne l'a pas solutionné au niveau du végétal, le règne animal intervient. Et comme nos plantes, nos blés, puisqu'on parle de blé, ils transpiraient d'azote tellement ils en avaient. Qu'est-ce qui vient réguler la sève de la plante? C'est le puceron. Alors, on râle de nouveau, mais nous avons l'insecticide. Et c'est pourquoi, voyez-vous, le nitrate qu'on a utilisé, qui n'est que le restant des guerres, nous emmener obligatoirement au désherbant, fongicide, insecticide. Voilà d'où nous en sommes en agriculture aujourd'hui. Ça a été un restant des guerres, mais sur toute la ligne. Si le nitrate est un explosif, il faut savoir que les fongicides sont des restants des gaz de guerre. Tout ce qui a fait éclater l'agriculture, c'est le restant de guerre. C'est-à-dire que là, les énergies de guerre qui ont été maîtrisées par l'homme quand ils ont arrêté de se battre, elles étaient toujours existantes.
Dans mon village, j'avais monté une équipe, on avait monté une équipe d'ensilage, par exemple. Vous voyez, l'ensilage, c'est vraiment de l'agriculture intensive avec de l'herbe qu'on donne aux animaux. Hein. On avait fait monter ce qu'on appelle un enjambeur, c'est ces grands appareils qui se déploient, on ne pouvait pas faire ça individuellement, donc on a même monté une équipe, on s'était fait construire un enjambeur pour faire les traitements. On était tous ensemble, puis comme j'avais un stock d'eau, là, qui était là, on faisait le plein de l'appareil, là. Et quand on mettait les produits, vous savez, c'est beau, les produits concentrés qu'on mettait dans l'eau, on mettait la pression de l'eau pour faire vide, il faut remplir vide pour aller traiter, parce qu'on a beaucoup de surface à faire. Ça faisait de la mousse, et vous aviez des mousses roses, vous en aviez des jaunes, vous en aviez des verts de toutes les couleurs, c'était magnifique. Parce que ça moussait, c'était magnifique. Mais quand ça débordait, ça surplombait le jardin, et le trop-plein filait, la mousse allait dans le jardin. Et un jour, ma femme m'a dit, tu sais, je te préviens, ça va bien, mais l'année prochaine, vous ne ferez plus le plein. Si vous ne maîtrisez pas ça, moi, je ne vais pas voir ça dans mon jardin. Et c'est là que ça m'a remis en cause. Je me dis, au fait, tu peux le faire dans tes champs, puis dans ton jardin, tu ne le fais pas. C'est ma conversion, c'est ma propre remise en cause par rapport à moi, ce que je faisais. C'est là que j'ai compris, vous voyez, que j'étais là pour nourrir les hommes, que je n'étais pas là pour faire un producteur de blé qui livrait la COP, vous voyez, et qui touchait mon chèque, vous voyez, tout ça. C'est ça la démarche de chaque être humain. C'est accepter de se remettre en cause. Moi qui étais paysan pendant 30 ans comme ça, de l'avoir fait pendant 30 ans, j'ai compris que ça n'était pas transmissible à la jeunesse. Parce que si notre ferme avait été prospère, de par cette agriculture, j'ai senti que la terre ne réagissait plus comme il faut. De 20 unités d'azote hectare, c'était comme ça, 20 unités d'azote qui représentaient à l'époque 50 kg à l'hectare d'engrais. Il fallait mettre 4 à 5 fois plus d'engrais pour obtenir le même résultat. Donc on plafonnait les rendements et puis on sentait que la plante ne réagissait plus et la terre non plus. Et si ça avait été la prospérité de notre ferme, elle n'était pas transmissible pour la jeunesse. À partir de là, sinon la foi arrêtée. Celui qui est seul pour faire une reconversion sur sa ferme, il a beaucoup de mérite. Mais moi, il y a des moments, je vous assure, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait? Et ça n'intéresse personne. On avait fait des sacrifices financiers énormes pour pouvoir reconvertir. Ça ne marchait pas, la reconversion. Puis, il fallait qu'on s'apprenne avant, c'était pas organisé, les circuits de vente n'étaient pas organisés. Il a fallu sortir nos économies pour faire tourner la ferme. J'ai vendu, si vous voulez, des trucs que j'avais mis de côté pour aujourd'hui. Il a fallu qu'on vende ça là, pour renflouer, pour faire tourner la ferme. Parce que quand vous êtes jeune paysan, vous avez des emprunts et puis vous regardez, voir si on va pouvoir payer. Et quand vous arrivez à 55 ans, que vous avez maîtrisé votre métier, et si vous l'avez maîtrisé, vous avez maîtrisé l'économie, hein, et que vous n'avez plus pas de problème de finances. En plus, que vos enfants sont partis, qu'ils ont leur métier, vous n'avez plus de soucis familiaux. Et que vous regardez, quand il arrive une facture, mais comment on va payer? Vous vous retrouvez dans la situation que vous étiez à 55 ans, la même situation qu'à 25 ans, je suis sûr que là, ça pose des questions. Et c'est là, quand vous avez quelqu'un à côté qui vous dit, non, tu vois, c'est pas possible ça, on ne peut pas avoir fait ça comme ça pour rien. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. C'est pas que nous avons fait gagner l'argent, mais on a équilibré le budget et la ferme est reprise en bonne main. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça, c'est la première satisfaction. Parce que la ferme aurait pu être reprise et repartir en chimie, mais repartir dans l'état d'esprit que c'est repris, je n'avais plus de souci de ça. C'est ce qui m'a permis, quelque part, de me libérer aussi pour aller aux semences. Le premier voyage que j'ai fait quand j'ai commencé, j'ai dit il faut que je travaille sur les semences, c'était le syndicat d'agriculture biodynamique d'Alsace. Il avait fait organiser un voyage en Suisse chez Peter Skuntz, un semencier. Et lui, il nous montre tous ces petits carrés-là que je n'avais jamais vus, une grande découverte.
Et il nous dit, ben voilà, le dernier critère de la sélection du blé, c'est la dégustation du pain. Pardon? J'avais jamais entendu ça. Moi, bourguignon, que j'ai des gens dans les grands crus, je vous assure, qui m'ont fait déguster du vin. Je n'avais jamais entendu la dégustation du pain. Et il a eu les termes que mon oncle m'avait enseignés quelques années avant, enfin 30 ans avant. Il me dit, mais ça existe dans les dégustation. Ben oui, parce que le blé qui est fait ici, la même variété qui est faite ici, à 50 km n'est pas la même. Et c'est ça la diversité. Parce que vous avez un terroir, vous savez, une vigne qui est ici, celle qui est là, ce n'est pas le même cépage. Et pourtant, si c'est le même cépage, mais ce n'est pas le même terrain qui l'a nourri, et il n'a pas la même appellation, et bien le blé, c'est la même chose. Eh bien, j'ai commencé à faire des semences il y a 13 ans. Et on a récupéré toutes les semences qui se faisaient par chez nous, qu'on a connaissance. On a trouvé ça de chez certains paysans, quelques-unes ou une quinzaine, mais tout le reste, on a trouvé ça dans des conservatoires nationaux, parce que nos gouvernements soient de gauche et de droite, il faut savoir que les conservatoires sont quand même là, et particulièrement pour ce qui est du blé, c'est à Clermont-Ferrand. On a donc mis en place sur notre ferme ce qui n'intéressait pas tellement les mondes paysans de l'époque. Pourquoi? Parce que nous sommes en circuit long en Bourgogne. C'est des fermes productrices de blé circuit long. C'est-à-dire que circuit long veut dire quoi? Le paysan, il cultive son blé, il vend son blé à la coop ou à un négociant, le négociant le vend à un meunier, le meunier au boulanger, le boulanger au consommateur. Voilà. C'est ce qu'on appelle le circuit long. Et que chacun, il faut que chacun gagne sa croûte quand même, il faut qu'il vive de son travail, mais pour que le paysan puisse en vivre, même en bio, il fallait qu'il fasse un minimum de 40 quintaux. Et tous mes collègues qui étaient en bio, ou les collègues de mon fils, qui sont venus voir ce qu'on faisait avec ma femme, tout de suite ils m'ont dit non, écoute Bernard, c'est trop grand, ces variétés sont trop grandes, elles sont trop tardives, et nous, il faut qu'on mette un petit peu d'engrais pour faire nos 40 quintaux, et là, ils ne supportent pas l'engrais, alors nous, elles ne nous conviennent pas. Combien de fois on m'a dit dans mes interventions, mais comment vous allez nourrir le monde avec vos rendements oui, 25, 30 quintaux hectares, alors qu'on fait sur les mêmes terres 70. Nous, les 10 dernières années qu'on était en chimie, on a été entre 72 73 quintaux hectares de moyenne sur la surface de blé qu'on faisait. Jamais on a fait ça en matière de bio, je dois vous dire. Mais on ne va plus travailler ça, vous voyez, dans l'avenir, on ne va plus penser les quintaux, on va penser valeur énergétique hectare. C'est là le changement de conscience, voyez. Mais il faut que toute la chaîne en prenne conscience, voyez-vous. Alors que j'avais participé à un film comme celui que vous faites là, et qui était projeté à l'Eldorado, c'est une salle de cinéma à Dijon. J'en profite un petit peu, parce qu'il y avait quand même du public là, j'en profite pour faire une provocation quelque part. Et je dis, ça fait 8 ans qu'on travaille avec ma femme sur les semences, mais ça n'intéresse pas tellement les paysans bourguignons. Mais ce qu'il y a de bien, je suis parti en Alsace, et là, je crois même que ça va partir en Alsace. Et là, il y a une dame qui se lève, dit, surtout, je pourrais vous voir après la séance, tout à fait. Et voilà, je suis l'attaché de direction du conseil régional. Vos semences, il ne faut pas qu'elles partent en Alsace. Il faut les laisser en Bourgogne. Ah ben, je dis, d'accord, mais comment on fait? Mais écoutez, je m'en occupe, il va faire la publicité. Alors, ils font un journal, vous savez, un très beau journal, papier glacé et tout. Et puis, ils avaient un photographe super bien, qui connaissait bien son boulot. Il m'avait rajeuni de 20 ans sur la photo, ce qui s'arrange bien quand même. Et puis, de là, le FR3 a vu que ça marchait bien. Le bien public, qui est notre journal régional, ça marchait bien aussi. Dans l'espace de 2 mois, on avait, si vous voulez, une publicité par le conseil régional, par FR3 et par le bien public. On dit, non, on sentait que ça chauffait, le four était chaud, quoi. Et je dis, qu'il faut faire une réunion, quoi. Pas réunir les paysans. Alors que ça ne les intéressait pas, on n'avait pas de salle assez grande à la Chambre d'agriculture pour mettre les amis paysans, les paysans qui venaient là. Et écoutez, c'est simple. Maintenant, c'est une prise de conscience de ce qu'on fait, si vous voulez. On vous donnera dans un mois, on crée une association. À partir de là, nous avons créé l'association Graines de Noé, qui a 3 ans aujourd'hui. Et c'est de là qu'on a invité, si vous voulez, les paysans à voir. Là, il y a la publicité était donc faite, et on a fait une journée porte ouverte, et j'ai demandé aux paysans, mais écoutez, allez,
Vous voyez maintenant, on avait à peu près 100 petits carrés d'un mètre carré, c'était une toute petite surface. Voyez ce qui vous plaît, voyez ce que vous aimez, et puis vous choisissez les variétés qui vous plaisent, et puis vous les mettez en place chez vous, en petits carrés, puis vous allez voir ce que ça fait, qu'ils ont multiplié. Donc pour la 3e année, vous voyez ce qu'on a fauché là, aujourd'hui, eh bien c'est des variétés qui ont 2-3 ans chez l'agriculteur, qu'il a expérimenté, qu'il a choisi lui-même sur son terrain. Et là, on va de ferme en ferme pour faire ces petits carrés-là, de manière à simplifier le travail des paysans, pour qu'ensuite, ils les fassent en plus grande surface et pour les valoriser, c'est-à-dire voir de la transformation. Le but de l'association, c'est de développer des circuits courts. Circuits courts, c'est-à-dire aller avoir des assos ou des groupes de paysans à dimension humaine. C'est-à-dire aller dans un secteur, par exemple ici on est sur Châtillon, et bien trouver les agriculteurs du secteur de Châtillon qui vont pouvoir travailler un peu ensemble, parce qu'on ne peut pas demander, vous avez des fermes comme celle-ci, ils font du pain, ils font tout, mais toutes les fermes ne sont pas prêtes à faire ça. Vous en avez qui sont prêtes à faire de la farine, d'autres qui sont prêtes à faire du pain, d'autres qui ne veulent être que céréaliers, vous voyez. Eh bien, essayez d'assembler tout ce monde-là pour essayer d'aller en circuit court, surtout bien faire attention de préserver la qualité. Si on préserve la qualité par la culture, la façon de travailler pour la culture, il faut qu'ensuite, dans la transformation, on soit dans le même état d'esprit. L'état d'esprit, si vous voulez, que le monde paysan il a pour la terre et pour ses cultures, ses blés, eh bien, il faut qu'à la transformation, il y ait ce même état d'esprit avec les consommateurs. Et à l'association, on a souhaité avoir, les producteurs, évidemment, c'est la base, des transformateurs, qui peuvent être aussi les paysans, tant pour faire la farine que pour faire le pain, la distribution et les consommateurs. Parce que ce qu'on fait dans les semences, c'est du travail de recherche fondamentale. C'est du travail qui devrait être fait par les semenciers. Et qu'est-ce que vous voulez? Ça fait 40 ans qu'on travaille sur ces semences-là, mais avec le nitrate. Donc il faut repartir. À l'époque, on a croisé les semences pour le nitrate. Il faut repartir à cette époque-là et travailler sur ces semences-là, qui sont toujours là dans les laboratoires. Et si on a fait des OGM, c'est grâce aux anciennes semences, puisqu'on a bien manipulé des anciennes semences pour faire les OGM. Au niveau scientifique, on est très fort. Et la science, elle est indispensable pour faire évoluer. On a besoin des chercheurs. S'ils ont les têtes, s'ils ont des neurones développés, ce n'est pas par hasard. C'est eux qui nous font évoluer une société. Mais faut-il la faire évoluer, la société, dans l'évolution de l'homme, dans l'indépendance de l'homme, mais pas dans la dépendance. Et moi, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai compris que j'étais comme ça, avec mon ammonitrate et mes désherbants, mes fongicides, mes insecticides. J'étais comme ça, j'étais lié. Il faut donc nous libérer. Et c'est ça, la société de demain, qui est déjà en place. Aujourd'hui, pour moi, elle est déjà en place. Vous savez comment elle est en place? Parce que tout simplement, déjà, moi, j'y crois. Et la société, c'est qui? C'est d'abord nous, c'est pas les autres, c'est nous. Et la société de base, c'est nous individuellement. Et si nous, on croit à ce qu'on fait, si on croit vraiment à ce qu'on fait, rien ne peut nous démonter. Si on se met en unité avec la nature, parce que la nature, les plantes, la terre, les plantes, les animaux, et bien des hommes silencieux attendent et sont prêts à partir, mais ils sont silencieux. Nous travaillons pourquoi, sur quoi ces semences-là? Eh bien parce que la transmission de la vie, mes chers amis, c'est la semence. Et encore qu'on aille dire n'importe quoi, mais il faut entrer dans l'action. Parce qu'on peut parler,
On peut parler, mais si on n'a pas en face la réceptivité, donc si nous avons la chance d'avoir compris quelque chose, notre travail, c'est de savoir comment le transmettre. On peut avoir tout le meilleur langage du monde, mais s'il n'y a pas réceptivité en face, ça ne fait rien. Parce qu'on n'a jamais fait que la guerre à la nature tout le temps, et là maintenant, il faut arrêter de se faire la guerre entre nous, déjà entre nous les hommes. Et la première société, pour moi, la société de base, c'est d'abord moi-même. Et je ne me roule pas les mécaniques en vous disant ça, je vous le dis avec beaucoup d'humilité parce que c'est comme ça. Mais c'est un travail de recherche. C'est le travail de l'ego quelque part. C'est le travail de la loi du partage. Quand nous devons partager nos connaissances. Alors maintenant, à nous d'utiliser tout notre savoir. Et si la nature nous a dotés d'un tant soit plus d'intelligence, à nous de l'utiliser. Et je dois vous dire, mes chers amis, c'est comme ça qu'on se mesure. Quand on se retourne, qui avons-nous derrière nous? J'estime que dans la vie, voyez-vous, pour moi, nous sommes des locomotives. Ou nous sommes le voyageur sur le quai, ou nous sommes le wagon, ou nous sommes la locomotive. Il faut savoir où on va. Si nous avons la chance de savoir où on va, eh bien, nous avons deux voies. Moi, j'ai deux voies. Même à mon âge, j'ai encore une locomotive. Qui va peut-être doucement, qui va lentement, même qui va sûrement. Est-ce que j'aurai le temps de le faire? Est-ce que la santé me le permettra? Mais pour moi, c'est mettre en place dans les fermes et puis reformer des groupes. C'est ce que j'ai fait tout le temps, former des groupes. Reformer un groupe autour d'une agriculture, mais pas d'une exploitation agricole. Parce que j'ai été un exploitant agricole et je suis devenu un agriculteur. Et dans tout domaine de la société, nous avons des arts. Nous devons être des artistes. Et l'agriculture, c'est l'art de travailler la terre. Vous comprenez ça? Et c'est ça que j'ai en moi, c'est ça que j'ai compris, c'est ça que je veux transmettre. Et c'est beaucoup plus fort que le souci économique et financier. Il faut d'abord travailler ça, ensuite ça vient après. Mais la prospérité,